Bon, bienvenue à tous pour ce nouveau Friday Labs sur le thème d'Android. Donc, je m'appelle Dimitri Lotorielec. Je suis ingénieur logiciel depuis environ 4 ans. Et ça fait 2 ans que je fais du développement Android. Donc, je ne suis pas expert, mais voilà, pendant ce talk, je vais essayer de vous faire un petit compte rendu, un petit bloc-notes, un petit guide pratique de comment on utilise Android. Donc, dans une première partie, je vais avoir une partie plutôt théorique, donc avec comment est structuré Android. Donc, c'est toujours important de savoir ce qu'on manipule. Et dans une deuxième partie, je vais faire une démo pour voilà, un peu illustrer ce que je vous ai dit, et puis avoir des choses un peu plus concrètes. Pour commencer, hein, on n'y échappe pas, on va faire une petite, on va dire un petit peu ce qui s'est passé au niveau d'Android, l'histoire. Donc ça a commencé en 1998. Donc c'est Android Inc. à la base, créé par Andy Rubin et spécialisé dans les applications mobiles. En août 2006, Google décide de racheter la société et de changer un petit peu de direction. Au lieu de faire que des applis pour mobile, ils veulent carrément faire un OS pour mobile. Et né là ce que vous connaissez aujourd'hui, donc Android. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80% des smartphones dans le monde qui sont sous Android. On va dire l'avantage d'Android, c'est que c'est gratuit, donc ça a favorisé son expansion. Ah, c'est très coloré. Donc en fait, voilà, il y a eu plein de versions d'Android. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la version commerciale est la version 8, qui correspond à la lettre O avec Oreo. Les versions sont dans l'ordre alphabétique, mais il ne faut pas chercher de matching entre le numéro et forcément la lettre. Il y a eu, vous voyez, 4-4, etc. Donc entre-temps, ils ont changé de mode de chiffrage du numéro de version. Il y a quelques semaines, il y a la version 9 qui a été présentée avec la lettre P. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des particularités des noms des versions, c'est que ça fait toujours référence à une friandise ou à un dessert. Donc cupcake, donuts, Kit Kat, Oreo aujourd'hui. Et donc je vous laisse un peu faire des paris sur la lettre P avec soit un dessert ou une friandise. Pour un peu mieux illustrer ce que vous allez manipuler si vous vous lancez dans l'aventure Android, voilà, vous avez Android, c'est composé de plusieurs couches. Peut-être que vous connaissez déjà Linux. Donc Android a repris une base, donc le noyau Linux. Les principaux avantages de ce noyau, c'est la sécurité, la performance et surtout c'est open source. Et pour ceux qui sont un peu plus dans la technique, ce qu'il faut savoir, c'est que la glibc n'est pas supportée sur Android. Et Android a décidé d'utiliser sa propre librairie C, qui s'appelle Bionic C, qui est vraiment optimisée pour le mobile. Ensuite, on a une couche HAL, donc c'est pour Hardware Abstraction Layer. Et donc cette couche a pour but de faciliter la portabilité sur les différents téléphones, que vous ayez un Samsung, un Sony ou un HTC. Voilà, cette couche, ça va être très importante, ça va permettre de faciliter la portabilité des différentes librairies, et tout étant une abstraction du matériel. Cette couche aussi embarque également des besoins spécifiques, comme par exemple le GPS. À côté, vous avez Android Runtime, qui est l'environnement d'exécution d'Android. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur cette couche tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette couche embarque une virtual machine, donc une machine virtuelle
Peut-être la plus connue pour les javaïstes, c'est la JVM, donc la Java Virtual Machine. Il y en a une spécifique pour Android. À côté de ça, on va embarquer d'autres librairies comme Java API. On va enlever tout ce qui est superflu comme Swing, qu'on ne va pas utiliser dans Android. Et d'autres librairies comme JSON qui sont introduites dans cette couche. Très rapidement, la Native Library, donc les librairies natives codées en C et C++, ça va fournir des fonctionnalités de bas niveau comme un navigateur web ou tout ce qui est support pour tout ce qui est framework de support vidéo, images et son. Ensuite, et peut-être l'une des plus importantes, c'est l'Android Framework qui va être très important pour nous. Je ne vais pas passer sur tous les services que permet cette couche. Je vais en citer que 3, peut-être pour moi les 3 plus importants. On a l'Activity Manager. Je reviendrai sur le terme d'activity tout à l'heure qui est très important dans la programmation. Mais globalement, cet Activity Manager va gérer le cycle de vie de notre application. Donc, on va parler également de piles de navigation. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir un écran, vous allez empiler les écrans et après, il y a ce système qui va gérer quand on va détruire un écran, comment on va récupérer le suivant. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus, à la fois sur le terme Activity et sur le terme cycle de vie. Content Provider, qui est, alors là, c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà rencontré. C'est des échanges de données entre différentes applications. Que vous ayez l'application Contact avec votre annuaire. Souvent, des fois, quand vous installez par exemple Facebook Manager, il vous demande autorisez-vous Facebook à accéder à votre liste de contacts. Et ben, c'est typiquement ça, c'est ce service-là qui permet d'échanger les données entre les différentes applications. Et pour terminer assez rapidement, le View System qui fournit tous les composants graphiques, que ce soit la liste, les boutons, les textbox. Donc voilà. Application pour terminer, là c'est vraiment du concret, vous le voyez quasiment tous les jours sur vos téléphones Android. C'est toutes les applications de base que vous avez quand vous achetez un téléphone, à la fois Contact, l'agenda, l'alarme, etc. Donc c'est contenu dans cette couche-là. Ah maintenant, bah, c'est bien, on peut, et puis on va voir peut-être quels sont les langages qu'on peut utiliser. Donc, premièrement, il y a Java, donc voilà, qui est historique sur Android, dû déjà à l'environnement d'exécution que je vous ai parlé tout à l'heure. Kotlin, qui depuis déjà pas mal d'années commence à être utilisé sur Android et remplace petit à petit Java. Vous pouvez faire cohabiter Java et Kotlin sans problème sur le même projet. Ça a été initié par IntelliJ, donc peut-être que vous connaissez l'IDE. L'avantage de Kotlin, c'est plus riche, plus flexible et plus concis. Donc voilà pourquoi ça a été créé. Et ensuite, C++, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, pour les librairies, on va parler aussi de Native Development Kit. Donc voilà, vous pouvez les développer en C et en C++. Bah, souvent, voilà, j'ai fait du Java, je fais de l'Android et c'est vrai que des collègues me demandent quelles sont les différences entre Java et Android. Donc je vais essayer de vous expliquer assez rapidement les différences, les potentielles différences. Et donc je vais commencer par un petit diagramme. Donc vous connaissez sûrement la JVM, donc Java Virtual Machine, assez basique. À côté de ça, Android a décidé de créer une nouvelle Virtual Machine et l'a nommée Dalvik. Dalvik, en fait, c'est le nom, donc c'est une ville en Islande et c'est la ville d'origine de l'auteur de la machine.
Je ne vais pas plus rentrer en détail, on voit juste qu'il y a une étape supplémentaire ici, qui est un compilateur, et qui va permettre de passer du point classe au point dex, et après permettre l'exécution de ce point dex, donc ce bytecode exécuté dans Dalvik Virtual Machine. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez voir, c'est cette étape-là. Donc là, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus entre guillemets en profondeur les différences. Donc, si je pars de l'exemple de base de mon Java, les instructions sont gérées sous la forme d'une pile. Donc, ceux qui connaissent un peu Git connaissent un petit peu le système de push et de pop. Et bien ici, c'est exactement pareil. Si je vous donne un exemple très rapide, voilà, vous avez 1, vous faites push 1, push 2, donc vous avez 1 et 2 dans votre pile. Puis dès que vous voulez additionner les deux opérandes, vous allez faire pop 2, add pop 1. Et là, vous avez votre résultat 3 que vous allez pouvoir empiler de nouveau sur votre pile. Donc, le principal avantage qui est utilisé par ce système, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître d'adresse. Vous savez que le résultat est dans votre pile. À côté de ça, Dalvik utilise plutôt un système de registre. Donc si je prends le même exemple, j'ai un registre 1 avec mon opérande A, registre 2 avec mon opérande 2, et si je veux faire l'addition des deux, je mets dans un troisième registre et j'ai bien mon résultat dedans. Le principal avantage de ce système, c'est que c'est plus rapide. Vous n'avez pas de ce système de push-pop à chaque fois. Donc voilà. Vous pouvez réutiliser vos calculs, vos expressions. Si par ailleurs, dans votre code, vous voulez exactement avoir le même calcul, vous savez très bien que dans votre registre R3, par exemple, vous avez l'addition de ces deux opérandes. Malheureusement, il y a toujours un inconvénient dans ces systèmes. C'est que les instructions sont un peu plus grandes parce qu'on a besoin de savoir où se trouve le répertoire, donc l'adresse du répertoire. Ça a été choisi, ce système a été choisi principalement pour sa rapidité et également pour sa réutilisation des calculs. Durant voilà, les différentes versions, on a eu plein de versions. Google et l'équipe Android se sont posés forcément des questions. Est-ce qu'il faut les faire évoluer ou pas? Il y a eu une évolution dans l'environnement d'exécution. On est passé de Dalvik, on a abandonné Dalvik progressivement à partir de la version 4.4. Après la version 4.4, je crois jusqu'à la 5 ou la 6, vous pouviez encore choisir quelle machine vous voulez utiliser. Et à partir de la 4.4, Android a présenté Android Runtime. Je vais pas plus expliquer le schéma ici, mais je vais m'arrêter sur un point qui peut être très pratique et intéressant. C'est très bien, et on va regarder peut-être au niveau du compilateur comment ça se passe, comment se passe la compilation. Certains connaissent déjà peut-être le just-in-time, donc pour Java. Donc c'est de la compilation à la volée. Et on va voir que durant l'évolution de ces versions, Android ou Google a fait plus ou moins un certain choix dans le type de compilateur qu'il allait utiliser. Je vais vous présenter deux types de compilation, donc just-in-time, donc la compilation à la volée. C'est de la traduction du bytecode, par exemple en Java, donc notre point classe en code natif au moment de l'exécution. L'avantage, c'est que c'est très optimisé parce que dès que vous avez une méthode et que vous voulez l'optimiser, ça se fait à la volée, donc il n'y a pas de souci. À côté de ça, vous avez le head of time, donc la compilation par anticipation. Donc ce type de compilation se fait à l'installation. Principal inconvénient,
c'est que quand vous avez votre plan classe et que vous allez le trimballer sur vos différents périphériques téléphones, vous ne savez pas sur quel téléphone ou device vous allez exécuter votre code. Donc le problème, c'est qu'on va embarquer plein de librairies comme ça qui sont un peu lourdes et pour permettre d'exécuter notre code sur un grand nombre de périphériques. Principal avantage de cette compilation, c'est comme on évite de compiler à la volée à chaque fois, on va avoir des performances accrues et aussi, et ça c'est très intéressant pour le mobile, une sauvegarde de notre batterie qui est très important. Et donc voilà, donc petit à petit, Android va essayer de jouer entre ces deux types de compilation. Il va commencer par le JIT et puis après il se dit oui mais ma batterie elle n'est pas bonne puisque ma batterie elle descend assez rapidement, donc à basculer vers le head of time. Et à partir de la version 7, ils se sont dit et pourquoi on ne ferait pas les deux? Et en fait ils ont fait un mix des deux, c'est les méthodes qui vont être régulièrement exécutées, ils vont le mettre en compilation anticipée, comme ça on aura notre bloc et on sera tranquille. Et puis au fur et à mesure, s'il y a des méthodes à optimiser, on va utiliser du JIT. Ça va, j'ai perdu personne là-dessus? Si, un peu. Bon, c'est vrai que c'est une partie un peu technique, mais voilà, durant mon expérience sous Android, j'ai eu quand même à faire référence à ce genre de choses pour connaître comment ça se passe exactement. Pour terminer, quelque chose de très très important, le cycle de vie. Donc tout à l'heure je vous ai parlé d'Activity Manager, etc. Je vous ai parlé aussi de piles de navigation. Donc dès que vous allez ouvrir une activité, un écran, vous allez empiler sur une pile vos écrans. Donc ici on va créer notre activité avec le onCreate et puis on va le détruire avec onDestroy. Pour la pertinence des données, ce cycle de vie est très important. Je vais vous donner un exemple assez simple. Vous êtes sur votre application RATP, vous allez commencer à rentrer votre heure et quelques informations, et puis vous allez vouloir rentrer le lieu de départ. Donc vous allez cliquer dessus. Sur Android, ça se passe comme ça, en tout cas. Vous cliquez dessus, et puis vous allez arriver sur un nouvel écran. Vous allez entrer vos premiers caractères, par exemple. Vous aurez une liste de suggestions. Et vous allez cliquer dessus. La suggestion est terminée, votre écran se termine, et pour la pertinence des données, vous n'avez pas envie de retaper tout le lieu de départ, etc. Donc en fait, ce cycle de vie va permettre de garder une certaine cohérence et une pertinence des données. C'est-à-dire que quand on va tuer une activity, un écran, on retrouvera notre état initial avant l'ouverture. On va se jeter dans le grand bain. Hein. Donc on va faire une partie développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières, au début d'Android, si vous voulez développer, vous utilisez Eclipse avec un plugin adapté. Depuis quelques années, ils ont choisi plutôt IntelliJ, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un IDE, donc ceux qui connaissent, ils ne vont pas être perdus. Hein. Et donc maintenant, Android Studio est basé sur IntelliJ. Hein. Et donc vous allez retrouver, vous n'allez pas être perdu. Donc du coup, voilà, c'est assez agréable si vous avez déjà eu l'opportunité de développer dessus. Je vais vous montrer, peut-être, l'application sur laquelle on va travailler déjà avant de commencer le développement. Donc, hop. C'est bon? Ah, c'est moche. Donc l'application qu'on va créer, c'est une bête application. Vous pouvez la réutiliser si vous voulez pour l'évaluation des Friday Labs.
Donc c'est une liste. Vous voyez, hein, vous avez les smileys. Hein. C'est bien une liste, hein, je ne vous mens pas. Et vous avez un petit, une chaîne de caractères qui correspond un peu à l'état du smiley. Donc vous avez une liste, et puis dès que vous allez cliquer sur un élément de la liste, vous allez voir l'image en grand. Donc, puis pour pas tricher, hein, c'est pas la même image. Voilà. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc, sans surprise, 2 écrans, 2 activities. Si vous avez bien suivi, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Rapide présentation de l'IDE. Donc, l'IDE base et IntelliJ, pas de problème. Peut-être les différences, c'est que vous pouvez créer une machine virtuelle, enfin un device virtuel. Donc si vous voulez développer sur une plateforme spécifique et que vous ne voulez pas acheter physiquement le téléphone, voilà, vous pouvez créer un device, custom, donc il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez Pixel 2, vous voyez, peut-être le Pixel 3 bientôt. Donc voilà. Et par la suite, si vous voulez exécuter votre code, vous avez votre choix entre les machines virtuelles, voilà, les périphériques virtuels et puis ce qui est connecté. Moi, c'est connecté ici actuellement. Voilà. Très bien. La différence avec IntelliJ aussi, c'est qu'on a une vue Android ici. On ne voit pas très bien, c'est un peu coupé, mais vous allez pouvoir voir la structure du projet un petit peu. Donc on va commencer par l'Android Manifest. Android Manifest, c'est un petit peu tout ce qui va regrouper nos informations de notre application, d'où les balises application ici. Et donc vous allez voir le nom de l'application, les thèmes par exemple, les icônes ici, vous savez votre petite icône que vous avez sur votre téléphone, ça va être là-dedans. Et il va regrouper également les différents écrans, nos différentes activities. Donc là j'ai une activity, 2 activities, donc je ne vous ai pas menti hein, tout à l'heure. Et vous avez les noms par exemple ici. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à chaque fois que vous allez créer un nouvel écran, de l'ajouter bien dans ce manifeste. Donc, très bien. Donc ensuite, nous avons nos 2 écrans. Un écran, donc nos 2 activities, un écran, le premier qui va afficher la liste, et le second, ici, qui va afficher notre image en grand. Et on a un adapteur que je vous présenterai un petit peu par la suite pour savoir à quoi il sert. Ensuite, très rapidement, vous avez les tests, ici les différents tests, répertoire de tests. Tests ici avec, on a besoin d'un mobile ou d'un device Android. Et ici, c'est les tests unitaires. Donc on n'a pas besoin de mobile. Et pour terminer, le répertoire, le grand répertoire ressources, où vous allez avoir les drawable, donc c'est toutes vos images. Donc ici, on va voir l'image par exemple, de nos smileys. Donc si ça veut bien apparaître. Voilà. Ensuite, layout, c'est toutes mes vues. Donc là, j'ai 3 vues parce que j'ai mes 2 vues pour mes activities et j'ai une vue pour mon adapteur. Bitmap, c'est vos icônes pour votre application. Et puis pour finir, les values, donc ça va être tout ce qui est couleurs, si vous personnalisez des couleurs, les strings, donc là on a le nom de l'application, et ici on a le style, si on vous crée des styles. Très bien. Très bien. Donc on va commencer par le premier écran. Donc comme vu tout à l'heure, si je reprends mon diapo, ici je ne vous montre pas, hein, pour lancer une activity, on va bien utiliser onCreate. Donc là-dessus, pas de problème. Donc ici j'ai bien ma méthode onCreate. Voilà.
Donc maintenant, comme je vous dis, si vous créez une activity, vous allez avoir un écran blanc. Il n'y a rien. Première chose, peut-être, on va peut-être y ajouter une vue. Bon, ma vue, je vous la montre. On a dit qu'on veut une liste d'objets. Donc là, vous voyez bien, hein, c'est bien une liste. On aurait pu appeler cet objet-là, cette vue, list view. Ça existe, hein, il n'y a pas de souci. Bon là, en fait, voilà, on est entre nous, on essaye de chercher des choses assez optimisées. Et le principal avantage de ce recycler view par rapport à un list view, c'est qu'il va recycler l'affichage. Ça veut dire quoi? Première chose, c'est que vous avez eu 6 éléments par exemple, et que finalement, sur votre écran, vous pouvez en afficher que 3. Donc ça sert peut-être à rien d'afficher les 6 alors qu'il n'y en a que 3 qui vont caser. Donc ça c'est le principal, déjà première chose. Et deuxième chose, dès que vous allez scroller pour changer votre liste, ben lui il va réutiliser l'affichage des 3 premiers éléments par exemple. Il va les recycler avec les autres éléments à afficher. Donc voilà, c'est le principal avantage, c'est qu'il va recycler, comme le nom l'indique, recycler la vue pour optimiser l'affichage. Chose importante, on a le droit, on peut, et c'est peut-être même bien, de donner des identifiants à nos objets pour la suite, pour les retrouver. Donc, je vais revenir un peu à mon activity. Très bien, j'ai mon activité, donc ma fenêtre, et je vais lui mettre, donc tout bêtement, ma vue. J'ai fait enfin, j'ai un peu triché, hein, vous m'en voudrez pas. J'ai fait des snippets. Si vous voulez, les snippets en quelques mots, voilà, en fait, vous pouvez créer des commandes personnalisées et après pouvoir les réutiliser assez rapidement, assez facilement. Donc en fait, les snippets, c'est quoi? C'est que vous allez mettre une abréviation, donc ce que vous allez taper, une commande, la description et puis un bout de code que vous allez réutiliser assez fréquemment. Sur tous les IDE, vous avez ça. Et par exemple, si vous avez un code qui revient assez rapidement, au lieu de taper tout le code d'affilée, vous allez taper votre code, vous tapez juste une commande ici, je sais pas, SE, et à chaque fois que vous allez taper SE, et ben en fait, ce bout de code va apparaître. C'est ce que j'ai fait ici pour éviter de tout taper. Donc voilà. Donc, hop. Donc je suis là. Et donc j'ai parlé, je veux une vue. Très bien. Je vous ai pas menti, hein, on ajoute notre vue ici. Hein. C'est bien la liste tout à l'heure que je vous ai présentée. Et ici, c'est notre identifiant de notre liste si on a besoin de l'utiliser par la suite. On ne sait jamais, on la garde sous le coude. Si je triche aussi, hein. Je mets des... donc on va essayer de reprendre. Donc je vous ai parlé d'activity, de vue, donc on a ajouté notre vue. J'ai préparé mes variables que je vous expliquerai par la suite. Donc vue, donc je peux utiliser une petite ligne d'optim. Petite optimisation. Comme je sais que ma liste est fixe, je vais lui préciser qu'elle est fixe. Donc ça va optimiser, permettre d'optimiser l'affichage. Donc ça c'est une petite astuce, voilà. Vous allez pouvoir la réutiliser par la suite. Bon, très bien, j'ai ma vue. Maintenant, je vais m'attaquer à mes données. On veut une liste voilà, de données. Donc ici j'ai mes données, donc vous voyez, j'ai mon good là tout à l'heure que vous avez vu, donc mon string. Et ici c'est des références à mes images. Si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait un répertoire Drawable, donc c'est là-dedans que je mets. Donc pour accéder aux ressources Drawable, je fais r.drawable. Et puis le nom de mon image. Donc voilà, j'ai fait une link mag pour garder le good au début et le bad à la fin. Très bien.
Bon, j'ai tout ça. Maintenant, on a besoin de savoir comment, on appelle ça le layout manager, donc comment on va gérer un peu l'affichage. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez par exemple le linéaire qui va dire, bah voilà, mes éléments, je vais les placer les uns en dessous des autres, comme une liste par exemple. Donc voilà, que vous soyez horizontal ou vertical, peu importe. Et vous avez le relative qui, en fait, on va placer un objet, un élément par rapport à un autre. Donc voilà, j'ai un objet et je peux dire, bah, place-moi à droite de cet objet, à mon autre objet. Là, on va utiliser le plus simple, le linéaire, comme ça on va afficher une liste. Donc voilà. Donc je ne vous mens pas, hein. Linéaire. Donc on va afficher de manière les uns en dessous des autres. Ici, contexte, très rapidement, je ne vais pas plus m'avancer dessus, mais ça peut être à la fois donc mon activity, comme l'application entière. C'est pour savoir où je me trouve et quelles données je peux utiliser. Donc ici, on dit, bah, voilà, moi actuellement, je suis dans mon activité, donc voilà. Donc si vous voulez un peu plus, vous pouvez chercher un peu ce que veut dire exactement le contexte, mais globalement, c'est ça. Et puis ensuite, on va affecter notre type d'affichage à notre liste. Donc elle va bien s'afficher linéairement. Donc les éléments vont s'afficher les uns en dessous des autres. Très bien. Bon, peut-être le seul hic, c'est que bah, on a nos données, on a notre vue, mais ça ne marche pas comme ça en fait. Et donc on a besoin d'un adapteur. Un adapteur, ça va permettre d'adapter nos données dans notre liste. Comment ils vont être gérés. Par exemple, si j'ai une image, comment elle va être placée, si j'ai un texte, comment elle va être placée, etc. Donc voilà. Donc on a besoin d'un adapteur. Pour créer un adapteur, rien de plus simple. Voilà. Donc ici, c'est un adapteur, si vous regardez en haut, adapteur, j'utilise un recycler view, donc j'utilise de type recycler view, et puis un adapteur de type recycler view. Sauf que là, je veux que ça soit un peu custom. Je veux que mon image soit de telle position, je veux qu'elle soit au centre, mon texte qui soit en haut, etc. Donc je vais créer un adapteur custom. Donc là, je l'ai appelé Smiley Adapter. Comme toute classe en Java, on peut créer un constructeur. Voilà. Donc là, j'ai créé un constructeur dans mon adapteur. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Très bien. Si je reviens à mon activity, voilà, et ma vue. Très bien. Bon, ici on a tous les éléments pour l'instant pour pouvoir créer notre écran. On a nos données, notre adapteur qui va gérer nos données par rapport à notre vue. Bon, maintenant on va aller voir un peu comment fonctionne un adapteur. Ici j'ai commencé à structurer un peu l'adapteur. Vous allez pouvoir assez rapidement trouver des exemples, mais je n'ai pas voulu tout taper à la main. Voilà, mais je vais vous expliquer quand même. Donc là, on part de notre constructeur de base qu'on a créé tout à l'heure, ici. On va faire de la bête copie hein, de nos données. Donc ça, je vous rappelle, c'est notre liste d'objets, string et les images, qu'on va pouvoir manipuler. Donc voilà. C'est la seule partie de l'AFCoding que je vais faire. Donc voilà. Très bien. Donc voilà.
Et puis ici, pas très compliqué, j'ai oublié le point virgule. Donc là, Smile Evaluation Activity, c'est mon contexte. Hein. C'est où je suis parti, où je me trouve actuellement. Donc voilà. Alors, je vais revenir un peu à mon application. Voilà. Je vais revenir un peu à mon application. Donc là, j'ai ma liste. Donc on rappelle, Activity pour cet écran. J'ai ma liste, mon objet liste view, donc qui va afficher les différents. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'un adapteur, donc qui va adapter chaque élément. Et comme pour un activity, on va avoir besoin d'une vue. Comment on va le visuel, parce que si c'est exactement pareil qu'une activity, si on ne met pas de vue dedans, ça va être un élément blanc en fait. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc pareil comme une activity, on va devoir gérer notre vue. Hop. Donc je reviens ici. Donc notre vue, elle va s'appeler item smiley. Elle est composée de quoi, cet item smiley? Je vais me remettre en mode voilà. Donc ça va être composé d'une carte view. Bon, ça c'est facultatif, c'est pour avoir un peu d'ombrage en bas de chaque élément. C'est la forme d'une carte, c'est vraiment très esthétique. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui va composer chaque item. Donc on va avoir à la fois une image et à la fois un texte. Donc ça, c'est ce qui est représenté tout à l'heure sur l'application. Toujours nos identifiants si on a besoin de les utiliser. Ici et ici. Ici, les données, c'est comme si vous faites du web, du XML. Après, ça va être de l'esthétisme, voilà, où je vais placer exactement mon élément, quelle taille il va avoir, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Très bien. Bah, je vais revenir à... Si on a compris, je vais revenir à mon adapteur. Donc, voilà. Donc là, adapteur, il nous manque notre vue. Donc on va appeler notre vue. Très bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de tout ce que ça fait tout ça, tout ce qui fait, ce qui est fait avec ça. Mais vous voyez bien, je ne vous mens pas, on retrouve notre vue qui est ici. Voilà. On va faire un petit peu, de ménage. Très bien. On a notre vue. On va peut-être passer à la description, comment chaque item est décrit. Bah, c'est pas très compliqué, hein, c'est la petite description en quelques mots. Ça va être, hop, toc toc toc, on est là, très bien, hop, voilà, très bien. Bon, je vous mens pas, hein. C'est les objets qu'on retrouve dans notre vue de tout à l'heure, les images. Donc les images, ici c'est pour affecter donc, nos objets, on les récupère avec des ID. Donc voilà, on récupère notre objet, l'ID qu'on a déterminé tout à l'heure, on le met dedans si on veut le manipuler. Donc ça, cette partie-là, voilà. On retrouve à la fois notre carte, notre texte et notre image. Et ici, je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de faire un clic pour accéder à notre écran. Donc on va redéfinir notre méthode onClick. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Bon, très bien. Actuellement, on a quoi? On a nos données, ici.
on a notre vue, ici, et il faut faire le binding entre les deux, quelle donnée va où. Donc ça va être placé dans le onBindView. Donc dans le onCreateViewHolder, on va avoir notre vue. Dans le onBindView, ça va permettre de binder nos données avec notre vue. Et tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est le viewHolder, c'est la description de votre objet. Voilà. Donc j'ai ma liste ici, que j'ai passée en paramètre dans mon constructeur ici, que je retrouve là. Donc c'est ma liste avec tous les objets. Je peux récupérer l'objet que je veux via sa position, donc ma position dans la liste. Et je peux récupérer sa clé qui correspond à la string good, so ou bad. Je l'affecte à mon text view pour setter mon texte. Et également, je récupère via ma clé mon image, donc ma ressource, et je set l'image. Donc voilà, c'est comment est fait pour matcher entre les données et les affecter à la vue. Ici, petite chose à pas oublier, c'est redéfinir, il m'est arrivé d'avoir des problèmes, donc redéfinir la taille de notre liste. Donc voilà. Très bien, on en a fini pour non, quasiment fini. J'allais oublier quelque chose. Repasser sur la méthode onClickListener. Donc évidemment, dès qu'on veut cliquer sur un item, on veut récupérer les données qui y correspondent. Donc entre guillemets, là moi ce que j'ai envie de récupérer, c'est où je clique. Donc vous allez redéfinir votre onClickListener, votre méthode onClick, et donc vous faites un getAdapterPosition pour savoir sur quel objet j'ai appuyé. Vous allez récupérer sa clé, donc good, so ou bad, et puis vous allez appeler une méthode display qui se retrouve dans votre activity, et puis vous allez passer la clé sur laquelle vous avez appuyé. Donc là, si on voit, la méthode display n'existe pas encore dans l'activity, donc on va la faire ensemble. Donc si je reviens sur mon activité de départ, voilà. Donc ça, c'est mon activité de départ, et je vais juste rajouter une méthode. Méthode display. Très bien. Donc ma méthode display. Alors généralement, si vous voulez appeler des méthodes, appelez-les plutôt dans l'activité, pas dans l'adapteur. Généralement, c'est mieux géré. Mais voilà, vous avez un problème maintenant, c'est comment communiquer entre ces différents écrans. Vous êtes sur un écran particulier, et puis vous voulez créer un nouvel écran et lui envoyer des données. On va utiliser les intents. C'est un objet assez puissant. Je ne vais pas plus rentrer en détail, mais assez simple au premier abord d'utilisation. On va créer un nouvel intent. On va lui dire d'où on part. Donc je pars d'ici, ici. Et la destination. Donc mon écran de destination. Pas de problème. Là-dessus, c'est assez simple. Dès que vous allez vouloir lui passer des infos, vous allez faire intent.putExtra. Vous allez créer une constante, qui est créée ici, une constante. Et vous allez dire, cette constante-là, je veux l'identifier avec mes informations. Donc là, ce qu'on récupère, c'est, je lui envoie à l'autre écran, je lui envoie mon image que je veux afficher. Donc ici, je récupère, donc ça c'est toujours ma liste de départ, ma liste avec mes infos. Et je récupère la clé correspondante à ma clé que j'ai appuyée sur ma liste. Et après, je fais Start Activity pour créer un nouvel écran. Donc voilà, ça c'est vraiment
ce bloc-là est très important, c'est pour la communication entre les différents écrans, les différentes activities, et puis dès que vous voulez passer des infos, voilà, vous utilisez put extra. Très bien. On a tout ce qu'il faut maintenant, mais pour terminer, il faut créer ce dernier écran. Donc ce dernier écran, hop, que j'ai nommé display smiley. Et rebelote, hein, on n'a pas de miracle. Pour créer une nouvelle activity, on utilise onCreate, pas de souci. Comme tout à l'heure, on va lui affecter une vue, sinon on a un écran blanc. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Tac. Je suis dans display smiley adapter. Donc ici, pas de différence. Hein. C'est voilà, c'est mon XML qui correspond, donc c'est une simple image vue, il n'y a pas de miracle. Donc voilà. Hop. Très bien. Donc on a notre vue, pas de souci. Maintenant on va récupérer l'image qui nous a été envoyée. Donc pas de problème. Ici, on va faire getIntent, un objet qu'on a échangé. À l'inverse du put extra, on va faire un getIntExtra. Alors int parce que les images c'est des ressources et les ressources c'est identifié par des entiers. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un int. Ici, c'est ma constante qui correspond à mon image. Donc je récupère mon image comme ça. Donc j'ai mon identifiant, ma ressource, image. Donc voilà. Et puis pour terminer, dans ma vue, j'ai mon image identifiée par image r.id.imageview et je veux setter cette ressource image et je lui passe tout simplement mon image. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, c'est assez simple et on se retrouve avec un résultat comme ceci. Donc là, on appuie et puis on retrouve notre image. Pour conclure ce petit voilà, ce talk, hop. Alors on va repasser, étendre, j'ai toujours le même truc. Voilà. Bon, pour conclure, voilà, durant mes différents projets Android, on a utilisé des frameworks bien spécifiques. Donc Retrofit pour les échanges REST, Dagger pour ce qui est injection de données, RX Java, RX Android, RX Kotlin, si vous voulez faire du réactive, la programmation réactive. Bien sûr, si vous voulez aller voir un peu plus loin et refaire la même chose en Kotlin, je vous invite à regarder un petit peu ce que c'est Kotlin. Butter Knife, c'est pour le binding. En fait, ça évite de... Vous savez, vous avez toujours le find... si j'ai un exemple ici. Vous avez ce... Ah, vous voyez pas. Hop. Pour éviter de faire ça à chaque fois, en fait, vous pouvez faire des annotations qui permettent d'éviter d'écrire à chaque fois ce code-là. Et il y avait quelque chose d'autre en dernier lieu, si je ne me trompe pas. Ah, il est parti. Et Picasso pour
pour tout ce qui est image. Donc voilà. Et voici toutes mes ressources si vous avez besoin pour aller un peu plus loin. Bah, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment on stocke les données sur une base de données intégrée? Oui, il y a une base de données intégrée qui est en fait SQLite, donc voilà, qui est utilisée la plupart du temps sur les mobiles. Voilà.